résistance à la compression, l'ensemble des valeurs obtenues sont dans son cadran vert. Et l'ensemble des sollicitations qui ont été obtenues par le calcul de descente de charge, j'avais oublié de vous dire qu'il fallait aussi connaître les descentes de charge de l'ouvrage, à savoir toutes les charges permanentes, toutes les charges aussi variables, c'est-à-dire les charges d'exploitation. Si on compare ligne par ligne, vous verrez qu'à chaque fois, la résistance à la compression est supérieure à la sollicitation. C'est-à-dire la sollicitation, c'est des actions. On peut le dire ainsi. C'est pourquoi donc la vérification est faite. Pourquoi maintenant, vous voyez qu'on n'a pas essayé de calculer les sollicitations? C'est parce qu'on considère que notre PIO va travailler uniquement en compression. Il y aura une vérification de la transaction. Je ne se trouve pas dans ce tableau. Bien vrai que, bon, celui qui a calculé donc l'importance est différent de celui qui a calculé les solutions, comment dirais-je, les solutions qu'il n'a pas calculées. Comment dirais-je, pourquoi on ne les a pas calculés? Il doit être uniquement en compression centrée. Pareil, donc, les pions de zéro, l'ensemble des valeurs obtenues sont là, si tout est vérifié. Donc, c'est toujours le même principe, donc le même principe, autant pour moi. Donc, on applique les coefficients et puis c'est tout. Après, maintenant, arrive la procédure d'exécution. La procédure d'exécution, le personnel, c'est très simple. On n'a pas besoin de beaucoup de monde. Un chef de chantier uniquement. Un cliché, on cliché, machine, c'est-à-dire quelqu'un qui va aider donc, à positionner l'ensemble du matériel et tout. Après le matériel, on va avoir besoin d'une grille, d'un grille de battage, une centrale hydraulique, d'un groupe de battage, un groupe de vibration. Pourquoi ces deux-là? Parce que nous, nos pieux-là, il y aura une partie qui sera vibron foncé. C'est pourquoi donc on prévoit donc un groupe de vibration. Il y aura aussi le marteau pneumatique qui va envoyer, bien sûr, l'air comprimé. Et après, il y aura la tête de battage qui doit être adaptée donc, au diamètre des pieux, les élèves, des accessoires certifiés. C'est pour soulever tout ce qui est donc au matériel, les tubes, soulever donc la tête de battage. Ici, les matériaux, on a besoin donc du tube avec leur épaisseur. On a besoin du béton donc, pour le bétonnage en tête. Ici, ce que vous voyez ici, donc, c'est le béton que nous avons besoin. C'est 35-45, c'est la classe de béton. C'est quoi ça? C'est 35, c'est la résistance à la compression simple à 28 jours obtenue sur un éprouvette cylindrée. 45, c'est la même résistance à 28 jours, mais obtenue sur un éprouvette qui est cubique. Ici, tout ça, sont des classes des classes d'exposition. Ici, ces cas, c'est donc pour lutter contre une érosion induite par la carbonatation. S, c'est les colorures. Donc, c'est ce qu'on appelle donc des classes d'exposition. Après, les postes de soudure, ça va servir donc au réceptacle des pieux. Tout ce qui est chalumeau découpeur, c'est pareil. Après, donc, procédure des pieux, il y aura des terrassements, implantation des pieux, marquage de type tous les 1 mètre, mise en place des guides de battage, mise en place du tube, mise en place en fiche, battage du tube, mesure de la descente d'enfoncement tous les 10 coups, vérification du refus théorique, réalisation de la coupe d'enfoncement, forage et bétonnage, et finir par le réceptage. Vous pouvez voir ici donc le terrassement. Pourquoi on terrasse? Parce que les pieux, il faut les commencer donc à la bonne altimétrie. Maintenant, cette longueur de terrassement va permettre d'avoir quand même, comment dirais-je, ce niveau de terrassement dépend du tirant d'air, le tirant d'air donc du pont. Cette longueur de terrassement, comment dirais-je, cette altimétrie va dépendre de ça, donc va dépendre les terrassements. Ça permet aussi d'avoir une plateforme de travail sécurisant aussi. Après, il faut marquer les tubes chaque 1 mètre pour pouvoir donc connaître à tout moment la longueur enfoncée. C'est tout simplement son utilité. Ici, on a donc la mise en place du guide de battage. Le guide de battage qu'on a utilisé, que vous voyez ici, donc schématisé en dessin ici. Vous le voyez ici en image. Donc, c'est justement des haches battues qui sont en bas. Là, de part ou d'autre, il y en a des blocs lèche-béton.
et qui supportent donc des tubes en acier. Et c'est maintenant donc des haches bâties longitudinales et transversales donc qui sécurisent le pieu en hauteur. Cela va permettre donc que le pieu ne s'incline pas, donc qu'il garde sa trajectoire durant tout le long du battage. Après, maintenant, on a ici donc le marteau de battage, ce qu'on utilise pour battre. Il est vrai que la mise en fiche, on a utilisé donc un marteau de vibration jusqu'à 3 mètres et on a repris avec le battage. Si vous regardez très bien qu'est-ce qui compose le marteau, voilà la case maintenant. La case, à l'intérieur, nous avons le fourreau qui fait le battage proprement dit. Et donc, c'est un marteau donc, qui a une force de frappe à 8 barres de 3 tonnes 600. Donc, il a une possibilité aussi de frapper à 140 fois par minute. Donc, si vous voyez ce que vous voyez ici, donc c'est là où on communique donc le fusible qui amène donc l'air comprimé. Et c'est la même chose que vous voyez ici au niveau de l'image. Donc, la procédure ici, c'est dès qu'on met donc les fiches, c'est-à-dire refoncer jusqu'à une certaine profondeur, on commence maintenant à faire le battage. Et ce qui est important donc, lors du battage, c'est de mesurer donc la distance d'enfoncement tous les 10 coups. Comment ça se mesure? Il suffit juste de faire des marquages sur le tube. Et à côté du marquage, donc on place donc une barre métallique ou un objet quelconque qui va nous permettre de mesurer donc l'enfoncement. Maintenant, c'est simple. Quand l'opérateur va commencer à battre, vous verrez que donc, les marquages vont commencer à descendre. Et après les 10 coups, il s'arrête et l'opérateur, le chef de chantier, donc il mesure donc, la distance donc, parcourue par le premier marquage. Et donc, c'est ça l'enfoncement tous les 10 coups. Voilà. Après, donc, il y en a une chose qui est très importante qu'il faut même définir lors de la conception, c'est-à-dire le refus théorique, le critère de refus. C'est quelque chose qui est très important parce que parfois, la longueur de pieu prévue n'est pas possible à atteindre. Donc, il nous faut donc un certain nombre de paramètres qui vont nous dire qu'il faut s'arrêter, on ne peut plus continuer. C'est ça le critère d'arrêt. Donc, pour calculer ce critère d'arrêt, c'est donc on utilise cette formule-là qu'on appelle la formule des Hollandais. Donc, avec donc l'épaisseur par coup, on a besoin de l'énergie de frappe du marteau, donc du poids de la masse frappante, du poids d'un pieu, du poids donc du casque, du coefficient de sécurité pour s'assurer que vraiment donc on a eu un refus, un coefficient de 5, et la capacité portante aussi aux états limites de service. Ici, si vous regardez très bien pour la filée C1, donc l'épaisseur calculée est égale à 1,54 mm par un seul coup. Donc, d'ailleurs, les 10 coups vont nous faire donc 15,4 mm. Cela veut dire que si on tape, si on frappe 10 coups et qu'on ne dépasse pas cette épaisseur, on peut arrêter. Pour la filée C1, c'est pareil. Donc, l'épaisseur par coup, c'est 1,33 mm. Et pour 10 coups, donc, on a donc une épaisseur, on a un enfoncement de 13,3 mm. Ce qui veut dire que lors du battage, si on tape 10 coups de marteau, on ne dépasse pas 13,3 mm d'enfoncement, on peut arrêter. Et voilà l'utilité donc d'avoir donc cette valeur. Après donc le battage, il y a une partie importante aussi qu'on appelle le recépage. Ce n'est rien d'autre que de couper donc le surplus de tubes qui reste et de pouvoir bétonner. Donc, j'ai parlé aussi du forage et bétonnage parce que nous, pour ce type de pieds-là, on a bétonné qu'en tête. Le bétonnage, comment dirais-je, le bétonnage s'est fait après excavation donc à la benne preneuse. Jusqu'à peu près, on avait défini une hauteur de 1,7. Mais bon, c'est une hauteur prévisionnelle. Ça peut changer à tout moment en fonction donc, de la mise en œuvre. Donc, on excave jusqu'à 1,7 m. Donc, on met donc la cage d'armature et on met le béton. Après, donc, arrive le recépage. Le recépage, son utilité, ça permet de retirer le béton qui est soit polié, soit fissuré. Parce que très souvent, même avec les pieux forêts, on a ces problèmes-là en tête
à cause donc, du manque de vibration, soit du latence du béton. Voilà. Donc, après, donc, ce qui est important ici pour les types, c'est justement, donc, il faut sortir des armatures pour pouvoir les liaisonner donc, avec la semelle de la culée. Voilà, quelque chose ce qu'on appelle ici le réceptacle. Donc, c'est une étape très importante parce que si la tête des pieux n'est pas, ne présente pas n'est pas de bonne qualité, donc elle ne va pas transmettre donc, les charges comme il le faut. Ici, donc, peut-être, il y a certains qui vont me demander pourquoi donc il n'y a pas un bétonnage sur toute la longueur du pieu. C'est parce que ici, le pieu travaille en compression centrée. Donc, les efforts de traction sont minimes ou sont négligés. Donc, dans ce cas, on n'a pas besoin de ferrailler, bien de bétonner sur toute la hauteur du pieu. Après, donc, il y en a un certain nombre de points de contrôle. Les points critiques, donc, c'est le contrôle de l'implantation, très important. Contrôle du fonçage, contrôle du ferraillage aussi, contrôle du béton. Contrôle final après l'exécution de travaux. Il y a des points d'arrêt aussi, c'est-à-dire des points avec lesquels donc, on ne doit pas continuer les travaux tant que ce n'est pas vérifié. Et tout ce qui est en rapport avec le visa des plans, les plantations, le contrôle des armatures, l'autorisation de bétonnage. Donc, ces points-là doivent être vérifiés automatiquement, obligatoirement par la personne chargée du contrôle, donc d'exécution, avant que les travaux soient poursuivis. Ce n'est pas le cas avec maintenant les points critiques. Les points critiques, bon, que la base soit donnée ou pas, donc, si on juge nécessaire de finir les travaux. Voilà donc les résultats du battage. Pour la prévu 11 mètres, mais finalement, la longueur foncée maximale qu'on a obtenue, c'est 10 mètres 90. Pour la pilier C0, on avait prévu 15 mètres, la longueur maximale obtenue, c'est 12 mètres. Pourquoi ça? Parce que je l'ai dit tout à l'heure au début, lors du fonçage, il y en a un certain nombre de contraintes qui se développent, qui améliorent donc les conditions, les caractéristiques mécaniques des sols en place. Ceci donc renforce donc la capacité portante du pieu, ce qui veut dire que parfois on prévoit une longueur de pieu, mais avec ça donc on n'aura plus la possibilité d'avancer. Sinon, on risquerait donc d'abîmer les pieux. Parce que tout au début, on a dit qu'il y en a une contrainte maximale qu'il ne faut pas dépasser donc, pour un pieu, soit en acier ou bien en béton. Et pour ça, donc, on est obligé d'arrêter. Maintenant, ce qu'il faut prévoir, c'est que dès lors qu'on a un problème comme ça, on n'a pas atteint donc, la profondeur voulue. Ce qu'on doit, c'est de vérifier donc, les moments. Parce que la capacité portante, c'est sûr que c'est déjà vérifié, donc il faut vérifier les moments. C'était le cas ici, le cas de cette étude aussi. Ici, donc, on peut voir donc, une feuille de battage. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Sinon, je vais arrêter donc, le diapo et zoomer pour que vous puissiez voir. Si vous regardez très bien, donc, bon, il y en a une feuille qui contient toutes les informations sur le pieu. Là, c'était le pieu numéro 7. Vous voyez que sur le bronfonçage, il n'y avait pas de mesure donc, de lancement, donc je dis n'importe quoi. Vous voyez les reflets qu'on a obtenus. Donc, on a 13. Au début, on avait 13 cm par 50 coups et à la fin, on a à peu près 19 cm par 50 coups. Vous allez me dire pourquoi par 50 coups, alors qu'au début, on avait parlé de 10 coups. Donc, c'est pour prendre des mesures donc, de sécurité. Puisque si on ne parvient pas à enfoncer donc, de 2 cm le pieu pendant 50 coups, c'est très sûr qu'en 10 coups, on ne pourra pas enfoncer à peu près à 0,5 cm à mon avis. Donc, si vous faites le rapport, vous verrez que pour 10 coups, donc, on ne va même pas s'approcher de 1,9 cm. Voilà, donc là, on a les normes que j'ai utilisées pour pouvoir faire la présentation et aussi les références bibliographiques sur lesquelles je me suis basé donc, pour réaliser donc, la présentation. Pour indication, les normes là, si vous en avez besoin, vous
pouvez les consulter dans ce qu'on appelle Cobase. Cobase, donc, il contient toutes les normes. Je ne sais pas maintenant depuis un certain temps si c'est toujours accessible sans paiement ou pas. Mais de toute façon, vous pouvez trouver quand même ces normes-là dans Cobase. Voilà, donc on est à la fin de la présentation. Je vous remercie de votre aimable attention. Et voilà. Fatih, j'ai fini. Oui. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, ingénieur Maron. On ne peut que vous remercier pour cette présentation. La présentation, en tout cas, elle est très riche et l'explication claire et concise. Alors, vous avez fait une 50aine de minutes. Eh bien, vous avez misé sur la qualité, en tout cas, de l'explication. En tout cas, félicitations et bravo à vous. Et si vous me permettez, je vais faire une brève synthèse des points essentiels donc, que l'ingénieur Maron a eu à étaler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous avons vu les pieux, donc, que les pieux, donc, avec refoulement donc, de sol, sont des fondations profondes mises en place sans excavation du sol. C'est important parce que c'est ce qui permet de densifier le terrain autour du pieu et d'améliorer sa capacité. Alors, nous avons également rappelé le cadre normatif qui régit la conception et le dimensionnement de ces fondations, notamment les eurocodes et les normes géotechniques qui définissent les règles de calcul, les états limites à vérifier et les approches de dimensionnement. Alors, moi, j'aimerais attirer beaucoup l'attention des élèves ingénieurs sur les normes. C'est important d'apprendre les normes avant de quitter l'école d'ingénieur parce que nous sommes un peu dans cette transition, donc école et vie active, et on a vu en fait qu'on n'étudie pas assez en fait les normes en classe. Et une fois en entreprise, on se retrouve à chercher donc des normes de gauche à droite. Et les normes, c'est parfois très, très volumineux, ça va jusqu'à 100 pages. Donc, c'est mieux de les apprendre quand vous êtes encore à ce niveau-là. Donc, ça vous diminue un peu et ça vous augmente en productivité, en tout cas en entreprise. Donc, c'est juste des suggestions. Mais ensuite, la présentation a abordé les principales techniques de mise en œuvre des pieux refoulants, donc tels que le battage, le vibrage ou encore le vérinage, ainsi donc que les critères de choix de la technique en fonction donc du contexte géotechnique du site et aussi des contraintes du projet. Mais le cœur de la présentation a porté sur un retour d'expérience concret concernant la réalisation de pieux battus en tube d'acier ouvert utilisés pour les fondations d'un pont. Donc, nous avons vu comment les investigations géotechniques, notamment les sondages pressiométriques et pénétrométriques, permettent d'établir un modèle géotechnique du site et de déterminer les longueurs optimales donc, des pieux. Donc, la présentation a également donc, parlé donc, des principes de dimensionnement sans beaucoup détailler, notamment le calcul de la portance du pieu en tenant compte de la résistance de pointe et du frottement latéral. Enfin, donc l'ingénieur Maron nous a fait découvrir les différentes étapes donc, de la procédure d'exécution, depuis l'implantation des pieux jusqu'au battage, au contrôle de l'enfoncement, puis au bétonnage et au recépage final. Alors, on peut dire que ce retour d'expérience illustre en tout cas parfaitement l'importance de la maîtrise à la fois des études géotechniques, du dimensionnement et pour garantir la performance donc, et la durabilité des fondations profondes. Alors, merci encore pour ce partage d'expérience très enrichissant, cher ingénieur. Alors, nous allons maintenant passer à la session donc, des questions-réponses. Donc, il a été prévu 40 minutes, mais je pense que nous allons nous limiter à environ 20 minutes, 25 minutes, en tout cas dans la mesure du possible, pour libérer en tout cas nos amis les Peuls et les Sérères, donc pour qu'ils ne tardent pas leur goût. Je vous invite à poser vos questions soit dans le chat, soit en levant la main tout simplement pour prendre la parole. Donc, nous essaierons de répondre en tout cas au maximum de questions dans le temps qui nous est imparti. Donc, ingénieur Maron, donc, vous préférez donc prendre les questions et les noter et ensuite les répondre, ou bien vous préférez de répondre réponse-question? Question-réponse du moins. Je crois qu'il serait préférable de les noter et de répondre après. D'accord. Donc, dans ce cas, nous allons commencer par prendre maximum 5 questions et nous verrons par la suite. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Job, je crois, qui a levé la main. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à Maud Maron, vraiment. Merci aussi pour cette belle présentation. Donc, je me nomme Ahmed Diop, ingénieur géotechnicien
de la promo 14 et actuellement étudiant à l'Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics de Marseille. Donc, option infrastructure, en master spécialisé en option infrastructure et géotechnique. Et je suis vraiment très intéressé par les fondations profondes. Et merci encore une fois aussi au club géotechnique, vraiment, pour ce retour d'expérience. Bon, en fait, peut-être, je ne vais pas m'attarder. J'avais plusieurs questions, mais avec le temps, je pense que je ne peux pas poser toutes ces questions. Mais j'avais 2, maximum 3 questions. Donc, la première est la suivante. Donc, tout à l'heure, en conception pour les pieds en acier, vous avez parlé de type ouvert et de type fermé à la base. Donc, je voulais savoir quelle est la différence entre un type ouvert et un type fermé à la base. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce qu'il existe des risques liés au refoulement? Est-ce qu'il existe des risques liés au refoulement? Bon, et la troisième et dernière question, dans quel type de sol sont-ils les plus adaptés pour ces types de pierres? D'accord, ça marche. OK. Merci. Et peut-être après, on va échanger par mail, Inch'Allah. Oui, je connais votre équipe là, comment dirais-je, votre école, donc c'est une très bonne école, je connais. D'accord, oui. OK. Oui, merci beaucoup Ahmed. Donc Ahmed, c'est un de nos anciens donc, de l'IFR. Il actuellement est en France, monsieur Maron. Donc vous êtes dans le même pays, hein? Vous pouvez échanger. Voilà. Donc, ensuite, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas d'autres questions, je peux répondre en attendant. Oui, allez-y en attendant, pour ne pas perdre de temps. Si je ne me trompe, la première question porte sur c'est quoi un type fermé à la base ou bien ouvert. Donc, c'est justement que le sabot, ça peut être un sabot qui est tout simplement appliqué sur les faces externes. Par contre, c'est-à-dire la section du pied n'est pas fermée. Quand tu vas battre le pied, les sols en place vont rentrer dedans. C'est ça qui est un sabot ouvert. Ça va tout simplement servir donc à servir à faire des injections après donc le fonçage. Voilà. Mais la section du pied n'est pas fermée. Les sols en place vont rentrer librement dans le fluide. Par contre, si c'est un sabot qui est fermé, dans ce cas, la section du pied est fermée. Donc, les sols en place ne pourront pas rentrer dans le fût malgré donc le battage. C'est ce qu'on fait d'habitude si on a prévu de ferrailler le pied sur toute sa longueur. Donc, on ferme la base. Et d'ailleurs, ça permet quand même de ne pas faire une excavation juste après la réalisation du pied, mais ça permet aussi de lutter contre l'arrivée de l'eau, si on est en présence donc d'une nappe ou bien des eaux de surface. Voilà en quelque sorte la différence entre tube fermé et tube ouvert. La deuxième question, les risques liés au refoulement. Les risques, bon, bien vrai que si on a bien fait la conception, il ne faut pas y avoir donc de risques. Parce que le refoulement, je vous l'ai dit tout à l'heure que ça se fait latéralement, mais aussi à la base. Et ces actions-là contribuent à améliorer les conditions, comment dirais-je, les caractéristiques mécaniques du sol. Sauf qu'une chose aussi existe. Le refoulement peut conduire à l'interférence entre les pieds. C'est-à-dire quand tu exécutes un pied et que tu n'as pas respecté donc, l'espacement entre les pieds, dans ce cas, le refoulement peut engendrer donc des dommages sur les pieds qui sont déjà réalisés. Ça peut pousser donc d'autres pieds donc en place à bouger. Donc ça, c'est un risque. Deuxièmement aussi, si on n'a pas très bien donc défini notre modèle géotechnique, on considère que par exemple on a des sols qui sont cohérents, alors que les sols sont blancs. Dans ce cas aussi, donc le refoulement, on peut y avoir des complications lors de la mise en œuvre des pieds. Voilà, en quelque sorte, donc, les risques qui peuvent être liés donc, au refoulement.
il y a aussi des risques, par exemple, si on n'a pas prévu donc, des aides au fonçage et qu'on trouve en place quand même des sols très durs qui demandent un dynamitage ou bien une excavation, faire le refoulement, faut avoir des risques, surtout sur le pire. Parce qu'en ce moment-là, il y aura donc peut-être le flambement ou bien donc la détérioration entière du pire. La troisième question, c'est le type de sol. Si vous regardez très bien, il y a un tableau que j'avais montré, donc le type de sol qui aide donc sur la technique. Mais tout ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ces pieds-là, il faut les exécuter dans des sols qui sont cohérents, qui ne sont pas trop boulants aussi. Parce que si c'est trop blanc, donc tu ne pourras pas les exécuter avec sécurité. Si c'est cohérent, comme les argiles, par exemple, c'est bon. Par contre, si c'est trop tendre, tu ne peux pas le faire. Parce que déjà, tu as une force, comment dirais-je, une contrainte maximale à ne pas dépasser lors du fonçage. Donc, si donc, comment dirais-je, le sol qui est en place est plus très dur, de sorte qu'avec la contrainte admise, tu ne peux pas traverser, donc tu ne peux pas le traverser. Donc, dans ce cas, la technique ne sera pas donc efficace. Donc, les sols qui sont très tendres, il ne faut pas donc appliquer cette technique dans les sols qui sont très tendres. D'habitude, s'il y a un rocher, par exemple, sur une grande épaisseur, c'est quasiment donc impossible de pouvoir faire cette technique-là. C'est pourquoi même on parle de fonçage. Parce que parfois, on a des obstacles en surface qui ne continuent pas en profondeur. Dans ce cas, soit on fait un dynamitage, puis on continue à faire le battage, soit on excave avant de continuer. Voilà, en quelque sorte, donc, ce qu'on pouvait dire sur les types de sol sur lesquels on pouvait faire quand même ces types de pieds. Si vous regardez très bien ici, donc, vous voyez ce tableau-là, tous les sols qui sont cohérents, donc, il faut faire ça dans ces sols-là. Sauf que ici, non cohérent, il devait préciser quand même pas trop boulant. Parce que si c'est boulant, donc, c'est quasiment impossible. Voilà. Voilà. Donc, merci pour ces réponses en tout cas. Est-ce que, M. Ahmed, est-ce que vos questions ont été répondues? Oui, Lamine. Vraiment, c'est clair même. Vraiment, c'est très clair. D'accord. D'accord. Donc, merci à vous en tout cas pour ces questions très pertinentes. Donc, il y a M. Eloi Somba qui a levé la main. Donc, M. Eloi Somba, on va vous donner la parole. Il y a également des questions dans le chat. Hein. Après, on va les explorer pour en prendre quelques-uns. Allez, M. Eloi. Bonjour, monsieur. Donc, ce n'est pas Somba, c'est Somda plutôt. Oui, Somda, oui, DA. Voilà, merci. Alors, donc, moi, comme vous le voyez, je m'appelle Eloi Somda, le docteur Eloi Somda. Donc, je suis du Burkina Faso. Et bon, je connais le professeur Makali, avec qui j'ai quand même travaillé au Burkina à l'ISUB Jeunesse. Et bon, présentement, je suis d'ailleurs en Normandie. Avec, quand j'ai vu M. Marom, j'ai dit, ah, mais là, c'est super. Je suis à Rouen d'ailleurs. Et donc, j'ai travaillé à EFAGE sur le projet Rail Baltica. Et donc, on avait aussi ces genres de pieds aussi à dimensionner tout le long sur certaines parties. Alors, donc, c'est plutôt un commentaire que je vais apporter sur le travail qui a été fait, la présentation qui a été faite. Vraiment, il a fait un résumé de toutes les normes qui sont en relation pour le dimensionnement, pour la conception des pieux. Donc, c'est vraiment très bien. En allant, bien sûr, de l'Eurocode, de tous les Eurocodes, bien sûr, et aussi de l'Eurocode 7. Il a eu à parler aussi des classes d'exposition. Bon, peut-être que les gens n'ont pas trop prêté l'attention les classes d'exposition qui est présentées. Ça, c'est très important parce que bon, le dimensionnement qui a été fait, s'il se retrouvait, par exemple, au sud de la France, où bon, nous avons les effets du sel au niveau de la Méditerranée. Donc, les classes d'exposition allaient être autre chose. Il a été tenu compte de hautes classes d'exposition pour pouvoir faire, bien sûr, le dimensionnement de ces pieux battus. Voilà.
Donc, je tiens vraiment à féliciter le présentateur. J'ai tenté de l'appeler tout de suite, mais bon, peut-être que oui, j'ai vu l'appel, sauf que il est si je sous réponds à vibreur. l'appel, ça va couper donc Voilà. la connexion. Et Ouais, donc, voilà. j'ai tenté de le féliciter. Bon, mais après, on pourra échanger. Alors, au niveau de l'essai pressiométrique, bon, la question que je voulais poser, bon, c'est tout juste pour attirer l'attention des uns et des autres. Donc, Oui. vous avez parlé, bien sûr, de la pression limite, mais il y a aussi les éléments, bien sûr, d'enregistrement de pénétration à l'intérieur, notamment les vitesses de rotation. Bon, il y a beaucoup de choses qui étaient présentées là-bas que, bon, peut-être, si le temps vous permet, si vous pouvez montrer un tout petit peu ça aux gens, ça pourra peut-être les intéresser, enfin leur donner une idée pour que prochainement qu'ils voient, bon, qu'ils puissent prêter attention à ça. Voilà, exactement. Vous voyez que là, il y a beaucoup de paramètres, bien sûr, c'est ça qu'on appelle en passol. Enregistrement, bien sûr, des essais d'enfoncement dans le sol. Donc, vous avez la pression qui est là, la rotation et aussi l'avancement vertical, bien sûr, des éléments. Donc, c'était plutôt pour attirer l'attention sur ces parties. Voilà, je vous remercie. Bon, merci. Bon, pour rebondir tout simplement sur ce tableau que vous voyez, donc je vous disais tout à l'heure que toutes les informations sont importantes, à savoir donc les pressions sur l'outil, la pression de poussée, pression d'injection, tout ça c'est important parce que parfois même pour faire donc une corrélation entre les essais qui sont faits, par exemple corrélation essai pressiométrique et essai pénétrométrique, on fait très souvent à côté donc, des sondages destructifs avec donc, enregistrement de paramètres. Donc, les paramètres de forage vont nous permettre donc, de voir au fur et à mesure de l'avancement les caractéristiques du terrain. Donc, ces résultats peuvent aider, ils peuvent aider à tout moment pour donc corréler donc, les valeurs obtenues avec les deux autres essais. Puisque l'essai pressiométrique, c'est un essai qui, on peut dire, délicat, ça va dépendre de l'opérateur, les résultats surtout, parce que si tu n'as pas un bon sondeur qui sait faire ou bien qui prend toutes les précautions, tu risquerais d'avoir des valeurs qui ne sont pas représentatives. C'est pourquoi donc il faut essayer de le corréler avec d'autres essais pour voir si vraiment la méthode ou bien la technique a été appliquée donc avec soin. Voilà. Mais de toute façon, je ne sais pas, bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est la norme principale qu'on utilise ici en France, comment dire, l'essai principal qu'on utilise en France pour faire le dimensionnement, que ce soit des fondations profondes, des fondations superficielles. Bien vrai qu'il y avait des paramètres, des paramètres de cisaillement des sols qu'on utilisait, mais depuis un certain temps, avec la mission du pressiomètre Ménard, donc ces méthodes-là ne sont plus donc courantes. Moi, en tout cas, sur l'ensemble des projets que je suis, donc depuis lors jusqu'à présent, je n'ai jamais vu donc projet sur lequel on a utilisé donc les paramètres de cisaillement pour calculer donc des fondations. Maintenant, le détail donc de ce que vous voyez là, donc il y en a quand même un certain nombre de détails. Je n'ai pas en tête la norme, mais sinon j'allais vous donner ça, comme ça vous allez quand même aller voir la documentation. Alors, moi j'ai un doute que j'aimerais que vous me levez. Ce n'est pas une question, mais bon, peut-être une pseudo-question. Donc, c'est juste les essais pénétraux. Vous pouvez aller à la diapositive suivante. Je ne sais pas si c'est avant, les essais pénétraux. C'est les les essais pénétraux. Voilà. Bon, parce que je pensais qu'en fait, nous les petits ingénieurs, on croit que les essais pénétraux ne permettent pas de déterminer en fait en parallèle la nature du terrain. Donc, je vois que vous mettez la nature du terrain. Donc, je ne sais pas comment vous avez fait. Est-ce que vous avez fait une corrélation ou bien? Non. Là, pour l'essai pénétromètre et statodynamique, le paramètre qu'on cherche, le principal paramètre qu'on cherche, c'est la résistance d'enfoncement au col, le QC. Mais n'empêche, au même moment, on enregistre les paramètres de frottement latéral aussi. Donc, automatiquement, la machine, il y a un PC qui est intégré, un ordinateur portable, bon, je dis un ordinateur tout simplement,
qui, au fur et à mesure donc, de l'avancement de la pointe, il calcule automatiquement donc, les valeurs de QC. Donc, tu n'as besoin de rien faire justement après donc, le sondage, parce que tu ne fais que sortir donc, les courbes d'enfoncement et tu as les valeurs de QC qui sont là et les frottements qui sont là. Donc, ça ne te donne pas quand même la nature du sol. Ce que tu vois comme ça, remblé, sable gris, tout ça, le pénétromètre ne te dit pas que c'est ça, parce qu'il n'y a pas de refoulement de sol. C'est une tige qu'on enfonce. On mesure donc les paramètres d'enfoncement de la tige. Maintenant, il se trouve qu'on avait déjà fait au même emplacement notre essai à travers lequel il y avait des matériaux de sol qui ont été ressortis. Donc, on essaie de faire cette corrélation-là. C'est-à-dire, comme on avait vu qu'au début, on avait quand même quelque chose de très dur, normalement jusqu'à 1 mètre. C'est sûrement ça, c'est la couche de forme de la chaussée qui est là. C'est pourquoi c'est dur. Mais sinon, le reste là, tu vois que c'est très, très mou, donc c'est déramblé. Après, donc, relativement donc, aux essais pressurmétriques, où on avait sorti des déblais, donc on peut accorder donc, des couches de sol donc, au pénétromètre dynamique. Mais juste, je confirme que le pénétromètre dynamique ne te dit pas que c'est du sable, soit c'est pas des argiles. Effectivement. C'est de voir comment donc faire la corrélation. Oui, c'était ça. Alors, merci. Alors, il y a une dizaine de questions, hein, je crois. Hein. Dans le chat, il y a beaucoup de questions. Mais je pense qu'on va prendre en tout cas maximum 2 questions de plus, hein, parce que le temps commence à nous voilà. Bon, on va prendre 2 questions dans le chat. Il y a Mamdje Gay qui demande en fait qu'elle veut savoir dans quel cas on peut utiliser donc des pieux en bois. C'est pas trop bon, c'est pas exactement le sujet, mais les pieux en bois. Mais si vous pouvez répondre, alors allez-y. C'est vrai. Bon, les pieux en bois, c'est des pieux comme tous les pieux. Sauf que c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est des pieux qui sont tellement sensibles à des fluctuations d'eau, que ce soit des fluctuations de nappe ou bien de rivière ou bien d'eau de mer. Parce que le pieux bois, il peut jouer les mêmes rôles qu'un pieux béton, qu'un pieux acier. Mais sauf que les protections qu'on fait sur les autres pieux, on ne peut pas le faire sur le pieux bois. Sauf que la seule chose à assurer, c'est qu'il n'y aura pas de fluctuation de nappe. Sinon, s'il y a un minimum de fluctuation de nappe, le pieux bois va pourrir. Parce que le bois, il n'accepte pas, donc il ne supporte pas le fait d'être mouillé aujourd'hui et demain d'être hors de l'eau. Donc, soit qu'il est toujours continuellement dans l'eau, immergé, soit qu'il ne touche pas à l'eau. Mais dès qu'il y a les deux phases en même temps, donc il perd ses caractéristiques mécaniques. C'est uniquement ça. Mais sinon, on peut l'utiliser un peu partout. Ici, par exemple, on fait très souvent des travaux de remplacement de buses métalliques au niveau des rivières. On tombe très souvent sur des pieux bois. Mais quand même, c'est des constructions qui datent de très longtemps. Voilà. Ah, ok, donc, comment elle s'appelle déjà? Donc, Mam Djenaba, j'espère que vous êtes satisfait. Alors, ensuite, il y a Ousseinou Silla, donc, qui nous dit en fait, Salam, donc très content pour ce principale difficulté lors de la mise en place donc, des pieux refoulants. Ouais, c'est une question qui me grattait un peu aussi. Je n'ai pas trop entendu, il y avait donc un bug au début de la question. Donc, oui, c'est ça. Il demande en fait les principaux donc, challenges donc, lors de la mise en place des pieux et comment en quelque sorte vous avez fait pour vous en sortir. Pour les pieux, donc, bon, le challenge, je ne sais pas exactement sur quoi donc, vous misez pour qu'est-ce que vous appelez challenge, mais tout ce que je vais vous dire, les difficultés. Voilà. Donc, il y a certainement peut-être les difficultés, donc c'est des difficultés qu'on peut prévenir même avant donc, le commencement. Parce que comme je vous l'ai dit, si vraiment vous avez défini un modèle géotechnique qui est très cohérent, donc dans ce cas, vous êtes sûr qu'à 100%, vous n'allez pas rencontrer des problèmes lors de l'exécution. Ce n'est pas, par exemple, comparable aux pieux forêts, par exemple, les pieux à la tarière creuse. Ce sont des types de pieux que vous pouvez faire une bonne conception, mais pendant la réalisation, vous rencontrez un certain nombre de problèmes.
le déboulement de forage, ou bien même un problème comment dirais-je, de bétonnage ou bien de mise de la cage d'armature. Parce que très souvent, la tarière creuse, comme vous le savez, c'est une tarière, comme une tarière, mais qui est creuse. Donc, il forge jusqu'à la côte de base et en ce moment, il commence maintenant à mettre en place donc, le béton. Dès qu'il arrive en tête, on descend la cage d'armature. Donc, parfois, pour descendre cette cage d'armature-là, il y a des problèmes. Ça commence entre les parois. Donc, c'est des problèmes souvent rencontrés pour l'exécution de ces types de pieux. Par contre, pour les pieux en type d'acier, si vous avez bien choisi votre modèle géotechnique, vous êtes sûr que vous allez tomber sur des sols qui sont meubles, sur une bonne épaisseur, et qu'il n'y aura pas d'obstacles. Ouais. Par contre, si vous n'avez pas bien choisi, il peut y avoir des obstacles, comme par exemple des gros blocs qui vont arrêter donc l'avancement du fonçage, jusqu'à même détruire donc la base, abîmer la base des zones de sol qui contiennent de gros blocs de silex, par exemple. Ça peut arriver. Donc, dans ce cas, c'était une chose qu'il fallait éviter, donc, et ne pas choisir donc, cette technique. Mais au cas où vous l'avez choisi malgré la connaissance de l'origine de sol et de leur contenu, donc vous risquerez quand même de tomber sur ces genres de problèmes. Une deuxième chose aussi, c'est que si vous devez faire des pieux de très grande longueur, donc c'est un certain nombre de difficultés, surtout sur la mise en fiche. Vous pouvez vouloir mettre en fiche le pieux et que ça flambe, ou bien ça s'incline trop, ça dépasse les 4% d'inclinaison. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais sinon, si vous parvenez quand même à mettre le pieux en fiche sans problème, conformément donc à la procédure d'exécution, vous allez l'exécuter sans souci. Il y a aussi un problème sur le raboutage, par exemple, dans le cas où on élève une paire de pieds qui fait la longueur donc, prévue. Si vous n'avez pas donc ça, vous êtes obligé de faire un raboutage au fur et à mesure donc, de lancement. Maintenant, la technique, la qualité du raboutage, c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas négliger, puisque si vous ne faites pas donc, un bon raboutage, ou bien donc, les soudures, ou bien donc, des problèmes d'extraction, comment dire, d'excentrement, dans ce cas, vous pouvez quand même avoir des complications. Soit à un moment donné, le pieu va s'incliner et on a comme si l'impression qu'on avait deux pieux maintenant qui ont donc une bonne section donc, en commun, mais dont les extrémités ne correspondent pas. Donc ça risque d'arriver donc, si vous faites donc sabotage. Voilà donc certaines difficultés qu'on peut rencontrer, surtout sur l'exécution. Et voilà. Voilà. Voilà, donc c'est aussi là. Ça peut arriver en ville si du chantier, comme les enjeux de chantier sont très grands. Donc, dans ce cas, en ville, vous pouvez rencontrer donc, un certain nombre de problèmes, non seulement pour la mise en œuvre, mais aussi pour l'acheminement des matériaux chantiers. Voilà, donc merci, ingénieur, pour en tout cas cette réponse complète pour ma part. J'espère que monsieur Ousseynou-Sylla, vous êtes satisfait. Alors, une dernière question, peut-être. Donc, il y a monsieur Ali Traoré qui demande à me présentation, je voudrais savoir le nombre de pieds utilisés. Il veut savoir le nombre de pieds qui est utilisé par culée pour reprendre les différents efforts. Oui, c'est 5 culées, comment dirais-je, 5 pieds par culée. Attends, je vais vous montrer. Je vais montrer une image, vous allez voir. Excusez, modérateur, vous pouvez prendre Malik. Si vous regardez ici, donc, on a l'ensemble oui. Attendez. Donc, on a 5 pieds par culée. Donc, c'est des culées qui sont des fondations qui sont déjà réalisées. Donc, voilà, c'est 5. C'est la culée C1. Donc, les pieds de 7 à 10. Voilà. Ah, ok, bien. Alors, une dernière question. Donc, il y a Malik Ndiaye, il y a le président Malik Ndiaye hein, qui veut donc, qui a levé la main. Donc, Malik Ndiaye.
Malik? Malik, veuillez allumer votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, modérateur, vous me recevez? Oui, on vient de vous savoir. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, et vous? Et excusez-moi du retard, je suis vraiment désolé. Non, ça va. Ça va, on peut tout pardonner au président. Non, mais... Allez-y. En fait, j'ai suivi le webinaire avec intérêt. Avant tout d'abord, je tenais à féliciter M. Maron pour sa présentation, la clarté des explications. Et féliciter aussi les clubs géotechniques pour toutes les actions qu'ils sont en train de mener, allant dans le sens vraiment de nous donner des sciences, de donner et du recevoir. Parce que grâce à cette webinaire, franchement, nous avons pu, en tout cas, emmagasiner beaucoup d'informations en ce qui concerne les pieds, donc les fondations profondes. Sur la présentation du recevoir, moi, j'ai eu, il y a quelque chose qui m'a échappé par rapport à sa présentation, parce que je pense que j'ai entendu qu'il a fait Polytech Lille. Et actuellement, moi, je suis étudiant en master à Polytech Lille. Et je suis actuellement en stage sur le projet de la ligne 15 Paris Express. Je pense que sur sa présentation, il y a quelque chose qui a été dit par rapport à ça. Donc, sur la ligne 17 du Grand Paris Express à hauteur de Gonesse. C'était en 2022. En 2022? Oui. D'accord. Moi, 17 sur le nom. D'accord, je suis sur la ligne 15. Ok. Avec quelle entreprise? Avec Eiffage. Ah, Eiffage, ok. D'accord. Ok, je vois, ouais. Là, tu es en dernière année? Oui, je suis en dernière année. Ouais. Ah, ok. Après ce webinaire, j'aimerais vraiment qu'on discute sur un sujet. Franchement, je voulais discuter avec quelqu'un qui a travaillé sur ce projet. Si vous me le permettez et si votre temps vous le permet. Et juste une question sur le modèle géotechnique qui a été retenu. Je pense que sur la détermination des paramètres mécaniques géotechniques comme la pression limite, vous vous êtes dit que le mieux pour avoir des paramètres représentatifs, c'est de se baser sur des critères basés sur l'observation ou une analyse. Parce que moi, j'ai eu à travailler sur un projet académique avec M. Julien Habert. Je ne sais pas si... Je connais. M. Julien Habert sur son fameux projet Armentières 59. Ah oui, ça toujours ça, l'exemple. Où nous avons commencé par définir les géotechniques, allant jusqu'à la vérification des performances avec le rideau et le dimensionnement des pieds. Et grâce à ce projet, nous avons franchement eu à brocher un tout petit peu sur les pieds. Et le modèle qui a été défini, si je me rappelle très bien, si ma mémoire est bonne, nous sommes basés sur sur la moyenne géométrique pour les pressions limites. Et pour le modèle ménage, nous avons utilisé la moyenne harmonique. Et il y a certains qui ont eu à se baser sur les conditions les plus défavorables, c'est-à-dire de détenir ou bien de prendre les paramètres qui présentent des valeurs un peu plus faibles, en fait, parce que l'objectif, c'était de dimensionner. Et pour dimensionner, si on dimensionne avec des conditions les plus défavorables, si ça passe, donc les autres, vraiment, ça passe, en fait. Je voulais juste, à travers votre expérience, qu'est-ce qui est vraiment recommandé en ce qui concerne le modèle géotechnique, parce qu'un projet qui commence par la définition de modèle, si on rate dans cette étape, franchement, si je peux l'appeler comme ça, c'est mort, quoi. Donc, qu'est-ce qui est vraiment recommandé, ou bien ça dépend du type de projet que l'on a, et en ce qui concerne soit l'appréciation visuelle ou de définir le modèle à travers la moyenne. On sait que la moyenne arithmétique n'est pas recommandée, mais la moyenne géométrique, par exemple, nous, comme ce qu'on a fait. Donc, c'était juste ma question. Je ne sais pas s'ils ont fait comprendre ou pas. Oui, je comprends très bien. Sauf que pour choisir la méthode, oui. Donc c'est justement une question de sens. D'accord. Nous, par exemple, ici, moi avec mon collègue, donc d'habitude, on utilise la méthode observationnelle.
Okay. Pourquoi pas utiliser le calcul? Parce que donc, parfois, il y a une grande disparité donc, entre les valeurs. Et dès que tu utilises un calcul, tu peux avoir des valeurs qui ne sont pas très représentatives. Par exemple, l'exemple de la moyenne arithmétique. C'est surtout ce qu'il ne faut pas utiliser, la moyenne arithmétique. Par contre, je vois dans beaucoup de projets des gens qui utilisent la moyenne harmonique et aussi le calcul de l'écart-type. Je vois beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc, c'est quelque chose aussi qui est fiable. Mais la seule chose quand même que beaucoup de gens, sur laquelle beaucoup de gens ne sont pas donc, d'accord, c'est calculer ces valeurs-là par la méthode de la moyenne arithmétique. Mais donc, le calcul de la moyenne harmonique, de l'écart-type et la méthode observationnelle aussi, c'est quelque chose qui marche et qu'on utilise très souvent aussi. Maintenant, bon, la méthode observationnelle, il y a une chose aussi qu'il faut tenir en compte, c'est qu'il faut être sûr que tes sondeurs ils sont très, très opérationnels, ils connaissent la technique et très responsables aussi. Je dis ça parce que cette méthode est tout simplement basée donc, sur ce qui est exécuté sur le terrain. Donc, il faut que les valeurs remises par les sondeurs soient des valeurs qui sont fiables. Si c'est fiable, la méthode observationnelle, c'est quelque chose qui passe sans souci. Ouais. Mais la seule fois que ça ne va pas passer, c'est que si, par exemple, tu as des sondeurs qui ne sont pas très opérationnels, très compétents, tu peux tomber dans l'eau. Donc, il faut surtout donc, avoir quand même donc, cette assurance de ton équipe de sondage, surtout les gars qui font donc, l'essai pressiométrique. Parce que l'essai pénétrométrique, pénétrométrique, il ne peut pas y avoir donc, ces problèmes-là. Parce que ça ne dépend pas en fait, du mode opératoire. Voilà. Mais pour résumer, donc, je vais calculer avec la méthode des moyennes harmoniques, moyennes géométriques de l'écart-type, mais aussi avec la méthode observationnelle. La seule méthode qui n'est pas recommandée, c'est la méthode par calcul à la moyenne arithmétique. Voilà. Ah, merci, Ok. M. Maron, merci. Merci au modérateur. Et je suis encore une fois désolé du retard.